On était plus ou moins faites, bon elles sont très stylisées bien sûr, mais donc c'est parti de cette idée et en fait ça a pris une toute autre tournure aussi au fur et à mesure du temps, donc je l'ai commencé en 2016 et ce qui est intéressant en fait c'est que du coup les femmes qui ont commencé à le voir, elles ont connecté avec aussi et on se rend compte donc de notre manque d'éducation sexuelle, même quand on est femme, il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait par rapport à nous. Ce qui était assez choquant. Donc j'ai commencé à en dessiner assez compulsivement jusqu'à ce que je commence à aller peu à peu dans les rues, ce qui a été un gros déclic en fait, parce que non seulement c'était pour moi pour comprendre mon corps et pour glorifier un peu ce qui est tabou depuis toujours, mais en fait ça me donnait une sorte de pouvoir dans la rue. Parce qu'en fait donc ce symbole, c'est un symbole qui est tabou, qu'on cache partout, on représente des pénis partout dans les rues, sur les cahiers quand on est au lycée et tout ça, mais les vulves c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas et c'est choquant. Et donc l'idée c'était de se réapproprier de ce symbole et lui donner une nouvelle force aussi, parce que quand on est dans la rue, je crois que les statistiques c'était 100% des femmes se font harceler dans les rues. Donc quand on est dans la rue, je pense qu'on a tout un peu vécu ce malaise d'être dans la rue à un moment toute seule, marcher plus vite, se mettre ses écouteurs plus fort et tout, et du coup juste parce qu'on est femme on se sent mal dans les rues. Et donc quand j'ai commencé à faire les vulvas dans la rue, j'ai fait des murs, j'ai fait quelques voilà, sur des vitrines de librairie et en fait c'était une façon de se réapproprier un peu de la rue, de cet espace où on ne se sent pas forcément en sécurité. Et donc de donner de l'assurance autant à moi personnellement, et puis sentir aussi, refaire sentir aux femmes la beauté et la fierté de porter ce qu'elles ont entre les jambes et qu'on en soit honoré, qu'on n'ait pas peur. Et c'est un peu un message pour plus avoir peur en fait, pour se sentir en sécurité dans la rue. Donc c'est comme ça que j'ai vu cette deuxième partie de la série. Venez les filles, merci, c'est merci. Entonces le traduzco lo que decía porque capaz tienen algo para decir en eso. Presentaba su trabajo y el hecho que es también una forma de darle poder y darle fuerza de poner así su cuerpo afuera, y hay mucho eso, ¿no? En la obra, sobre todo, bueno, la 2, pero vos, Paula, tienes eso de como de reivindicar un momento de poner lo que quieres, y si estás sexy en la calle, como no importa, y no sé, como si tienes algo para decir sobre eso. Si quieres, ¿no? Sí. Un poco con el jet lag de la función. Un peu avec le jet lag d'avoir joué. Sí, yo creo que tiene algo, más o menos entiendo el francés, así que más o menos te entendí aparte. Y en relación con esto, creo que también Paula tiene algo de descubrirse, de eso que hablabas tú de la infancia. Yo creo que ella está como descubriéndose, como descubriendo qué es eso de ser mujer, lo bueno y lo malo que tiene, como descubriendo, bueno, pues todo el abanico de cosas que tiene, ¿no? El ser mujer, y también como reafirmándose en soy esto y voy a decidir lo que yo quiera, ¿no? Y que una cosa también de niña de hago esto y lo hago y no tengo esos prejuicios o esos tabús que tiene a veces, ¿no? Los adultos y la sociedad más adulta. Es como que ella no tiene esos juzgamientos de fuera, es como que lo hace. Bueno, eso es lo que tiene de lindo, ¿no? El personaje de Paula, que es niña y como que no le queda mucho para aprender, muchos esto no, y tiene el momento para decir esto va a ser así, ¿no? Y así es como se puede empezar a cambiar las cosas, creo, desde la infancia, ¿no? Con la educación. Du coup, il disait que donc oui, c'était très intéressant pour elle à faire, et que, je vais vous dire un peu en résumé, que ce qui était intéressant, c'est que justement, comme Paula, c'est un personnage qui est enfant, il y a cette espèce d'innocence, et justement, elle découvre ce que c'est que d'être une femme. Elle disait, il y a un truc dans le fait de se couvrir ou se découvrir quand on a son corps de femme qui a quelque chose d'important. Donc effectivement, le fait de se découvrir, de découvrir ce que c'est que d'être une femme avec tout le positif et le négatif, et que comme c'est une enfant, Paula, elle est dans ce truc-là où elle a un regard très innocent, très enfantin, très pur, et du coup, elle est aussi à ce moment-là où on peut décider, où elle décide à un moment, justement, elle décide, finalement, je vais faire comme ça ou je vais faire comme ça.
Et donc Lottie dit Carlotte, donc après je vous dirai leur nom aux filles quand même. Et donc du coup Carlotta disait ça, qu'il y a ce truc-là de décider un moment et que ça passe donc par l'enfance et qu'elle dit bah, justement moi je pense que c'est ça aussi, par l'éducation ça passera parce que c'est le moment où on décide qui est assez tôt finalement dans l'enfance. Et donc juste pour vous les présenter, donc ça c'est Carlota Versal qui vient d'Espagne, qui est sévillane, et Mélanie Soucy qui est de Buenos Aires. Voilà, comme ça vous connaissez tout le monde. Et alors du coup, pour continuer un petit peu, peut-être, donc vous ne connaissiez pas la pièce. Alors petite chose marrante et intéressante, un hasard de la vie, donc je vous montre ça. Donc ça c'est une autre œuvre de Vico. Et donc Vico, tu travailles aussi beaucoup sur, tu as beaucoup travaillé au Mexique. J'ai grandi au Mexique en fait, j'ai passé les 15 premières années de ma vie au Mexique et en fait ce qui était rigolo c'est que je connais Gabriela Urayer qui est la femme qui a écrit cette pièce de Viajando Ligero. Et donc c'est pour ça. C'est un hasard, ouais. C'est-à-dire je lui ai dit tu veux venir parler, ça serait trop bien que tu viennes parler, elle me dit mais en fait je la connais. Bah super, viens encore plus. Donc le monde est petit encore finalement. Et donc, du coup, ouais, est-ce que, je sais pas, vous, peut-être qu'ils connaissaient pas la pièce, comment vous l'avez vécue, d'un point de vue féministe aussi de ce que ça raconte, et peut-être toi, Vico, je sais pas si toi tu connais le Mexique ou pas du tout. Mais... Ah, je ne savais pas, on ne me dit rien. Et donc, du coup, je sais pas comment vous l'avez... c'est très intéressant, du coup, justement, par rapport à vos contextes actuels. Hier, on était à la mutinerie, on discutait avec des gens, ils nous disaient que finalement, s'il y avait des Mexicaines, il y avait des Argentines, enfin il y avait des gens d'un peu partout et ils nous demandaient s'il y avait des réceptions différentes et en général non, ça parle un peu partout. Donc je sais pas comment vous l'avez vécu par rapport à vos deux cultures du coup, votre culture mexicaine, argentine et française. Moi je trouve qu'en fait ça parle d'un pays ou d'un autre, on parle finalement des mêmes choses, après peut-être que ça change au niveau des chiffres, c'est-à-dire au Mexique par exemple, on a tous les jours 7 femmes qui sont tuées. Des féminicides à cause de leur genre. Donc 7 femmes et toutes les 5 minutes une femme qui est violée. Donc les statistiques elles sont quand même flippantes là-bas, pas pour dénigrer ce qui se passe en France, je crois qu'en France on est à 104. On est à 104 et c'est une femme tous les 3 jours. Voilà. On va bientôt passer à une tous les 2 jours. Donc finalement en fait on reprend exactement les mêmes problématiques d'un pays à l'autre, c'est ça qui est flippant d'une certaine façon. Et après, je pense que c'est super intéressant au niveau de la pièce parce que c'est vu justement, comme tu disais, d'une part d'innocence et aussi ça pointe des idées qui sont super intéressantes, notamment celle du fait qu'elle dit à un moment me visto como yo quiera y eso no es lo que cambia, eso no es lo que hace que ya no regrese igual, ¿no? C'est ça qui est... Il y a une sorte d'éducation aussi un petit peu dans cette pièce que je trouve intéressante et le problème c'est que par exemple au Mexique on est tellement encore ancré dans certaines traditions et la faute sur des choses comme la façon dont elle est habillée. Ou en France aussi. Et oui, c'est ça. Donc en fait, on retrouve vachement les mêmes schémas et donc je pense que c'est une pièce qui peut s'établir à peu près partout dans le monde et malheureusement, ça a du sens. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Je pense que malgré le fait qu'en Amérique du Sud, on a un machisme très ancré, je pense qu'en France, on ne peut pas dire qu'on est mieux. Parce qu'en fait, le machisme, il est caché, mais il est là tous les jours. Et le sexisme, on le vit tous les jours, donc il n'y a pas de différence vraiment concrète. Je pense que c'est une pièce qui peut effectivement se jouer n'importe où dans le monde et que n'importe quelle femme se sentira identifiée. Et c'est surtout une pièce qui, moi, personnellement, m'a fait passer un peu par tous les états. Donc j'étais à un moment, j'ai rigolé. Et puis la seconde d'après, j'avais envie de pleurer, en fait. Donc, parce que ça nous rappelle beaucoup de choses, je pense, en tant que femme, beaucoup de questionnements qu'on a eu en étant enfant. Et aussi parce que je pense que Paula, c'est un personnage qui est aussi un peu... parce que c'est une enfant, elle comprend pas tout. Et elle essaye de trouver qui est fautif dans l'histoire. Mais elle-même, elle se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans ce qu'on essaye de lui faire comprendre. Et c'est aussi intéressant parce que c'est tout un questionnement que je pense on s'est toutes faites quasiment à un moment dans notre vie. Si ce n'est pas encore le cas, je vous le souhaite, mais c'est un moment de déconstruction où on se dit mais mince, pourquoi il m'arrive ces choses-là ?
tout simplement parce que je suis femme. En fait. Et Paula, elle se fait ces questions, pas directement, mais un peu indirectement. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en étant enfant, on n'a pas tous ces stéréotypes ancrés et qu'en fait, ils s'installent, mais tout au long de notre vie. Donc effectivement, je pense que comme disait Carlota, l'enfance, c'est le moment où l'éducation prime. Et du coup, donc, il y a un problème, tout le monde est d'accord. Mais du coup, quelles sont les solutions? Parce que ce que j'ai beaucoup aimé de parler de vos deux choses, c'est que, comme dans la pièce, je trouve que c'est trois choses communes. Que la pièce est quelque chose de quand même très positif, avec beaucoup d'espoir, que c'est possible que ça change. Et toutes les deux, enfin donc nous toutes, que tu représentes, dit notamment que c'est pas une fatalité, c'est violence de genre. Et toi, pareil, tu as quelque chose qui est hyper positif. Donc du coup, comment vous avez vécu ça? Quelles sont un peu pour vous les solutions et comment vous vivez un féminisme mais militant? Y para las chicas digo de que es cómo ver lo positivo y cómo ver las soluciones, porque si el problema todo el mundo está de acuerdo, pero cómo vivirlo ustedes, cada una cómo lo vive, cuál es su forma por arte, militancia de ir con soluciones y que no sea una fatalidad. Alors, je pense que ton art, ouais, solution c'est pas facile, mais je pense que ton art, ça reste quand même, justement, ça reste quand même milité, d'une façon ou d'une autre. Moi personnellement, je pense que des solutions, on en a. La première déjà, ce serait de prendre conscience du problème, parce que si on n'en prend pas conscience, on peut pas changer. Chose qui, je pense, se fait tout doucement en France, mais qui petit à petit va s'installer, je l'espère. C'est aussi notre objectif chez nous toutes, et on est contente d'ailleurs que nos visuels aient marché, parce que ça veut dire qu'on donne une certaine visibilité à ces féminicides qui n'en avaient aucune auparavant. Après, la deuxième étape, je pense aussi, c'est alors déjà de communiquer avec soi-même, et de s'avouer en quelque sorte, d'être assez honnête avec soi-même déjà en tant que femme et d'arrêter de se lyncher en quelque sorte sur plein de points. Et l'autre côté, c'est aussi ne pas avoir honte de dire à un homme à côté de vous, même si il arrive en disant moi je suis trop féministe. Et n'ayez pas peur de lui dire, en fait, je comprends mieux ce que tu essayes d'expliquer. Moi, je comprends mieux parce que je le vis directement. Donc déjà, n'ayez pas peur de faire entendre votre voix et n'ayez pas peur de dire à ces hommes, je sais mieux que toi, en fait, tout simplement. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'homme aussi, vous avez une responsabilité énorme. Et c'est aussi de dénoncer les comportements que vous pourrez observer autour de vous, mais aussi de vous questionner continuellement. Parce que forcément, c'est comme dans tout dans la vie, si on ne se questionne pas, on n'avance pas, on ne progresse pas, on ne change pas. Et la troisième étape, ce sera bien évidemment débloquer des moyens, et ça passe par le gouvernement. Donc ça, nous, avec le collectif, on lutte énormément pour ça. On demande 1 milliard à l'État. 1 milliard, c'est pas un chiffre au hasard ou pour donner un gros chiffre. 1 milliard, en fait, c'est le Haut Conseil à l'égalité qui recommande cette somme pour pouvoir avoir des résultats concrets. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, plus personnellement, moi, je pense que ce qui m'a aidée, c'est tout simplement militer. Le fait de sentir qu'on aide d'autres femmes, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que si on apporte chacun et chacune notre graine à l'édifice, les féminicides ne seront carrément plus une fatalité et n'existeront plus. Voilà. En español. Bueno. Lo que entendí sí, cómo vivo yo, Forma de vivirlo y militarlo. De militarlo, sí. Bueno, justamente algo que yo siento en Argentina, por ejemplo, hay algo que está empezando a cambiar muy de a poco, pero hay algunas cosas que me di cuenta que se corrió un poco la barrera de la tolerancia, o bastante se corrió la barrera de la tolerancia, tanto que estuve de viaje por
por Granada y vi una agresión en un boliche y fui yo la que, digamos, salté para ir a fiesta en el momento y dije, este señor acaba de acosar a esta chica y bueno, digamos, fue porque pasó hace 10 días después. Y él tuvo que retirarse en el momento y dije, wow, como qué fuerza que saqué de pronto, como con toda esa cosa que yo traía de esta militancia que está surgiendo en Argentina muy fuerte. Y ahí me di cuenta de cómo yo me puedo plantar adelante estas situaciones y no permitirlo, y cuando veo una agresión hacia una mujer, como no permitir que eso pase a mayores. Eso por un lado. Du coup, donc elle disait, moi justement, qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe en Argentine en ce moment d'un point de vue de la militance, je peux dire, enfin du militantisme, merci. Et donc du militantisme, il y a quelque chose de... Donc il y a quelque chose de très fort qui se passe du point de vue du militantisme, et elle racontait que donc, il y a 10 jours, donc, quand on était en Espagne, donc quand elle était à Grenade, elle a vu un homme agresser une femme dans une boîte, et du coup elle s'est sentie comme ça, elle est allée, elle lui a dit non mais c'est pas normal en fait, elle est intervenue et elle s'est rendue compte que c'était fou ce qui se passait de chez elle maintenant de s'interposer, ce qu'elle n'aurait pas fait avant, et que c'était toute cette espèce de mouvance hyper forte qui se passe en Argentine aussi qui l'a entraînée là-dedans, et que du coup ça permet aussi d'avoir une force, et qu'elle se dit que finalement c'était possible aussi de s'interposer en voyant la façon dont on se pose soi. Pero también sé que yo tengo una posición privilegiada dentro de lo que es mi país, de que hay muchísimos problemas. Creo que la solución tiene que ver con una inversión del Estado muy grande en esta problemática, porque, por ejemplo, hay muchos casos de mujeres que viven con el agresor, que no pueden mudarse porque no pueden pagar otra vivienda, por ejemplo, cosa que, por ejemplo, yo que soy de clase media, digamos, es como, bueno, depende de quién sea el agresor, obviamente. Pero hay un montón de problemas estructurales, por lo menos yo desde mi país, o sea, todas las cosas que yo puedo hacer desde mi lugar de militancia, pero también lo que yo puedo hacer para ayudar a otras mujeres es exigirle al Estado que ponga plata en realmente darle apoyo a las mujeres que son víctimas, para que no pase a mayores como pasa generalmente en Argentina. Et c'est un peu comme ce que disait Anaï, après c'est aussi complètement une responsabilité de l'État. Elle disait moi je peux faire de mon endroit, mais après c'est à l'État à un moment de mettre de l'argent. Et d'ailleurs au passage en Espagne je crois qu'il y a des très bons résultats, parce que justement à un moment juste ils ont débloqué des fonds, il y a des choses très concrètes, par exemple des hommes qui ont été violents avec leurs femmes, ils ont des bracelets électroniques, donc quand ils s'approchent de la zone c'est signalé en fait. Donc c'est des choses finalement hyper simples qu'ils ont mis en place en 2012 je crois. Donc c'est pas très vieux, mais ça, et du coup c'est l'endroit en Europe où je crois il y a le moins de féminicides, et la France c'est l'endroit où il y en a le plus. Donc après, donc c'est vraiment possible en fait, c'est très concrètement, avec de l'argent comme tout quoi. Et du coup, ouais, j'allais dire, je veux bien toi ton point de vue d'artiste aussi, et après on donnerait la parole à la salle aussi pour vos questions. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, en fait c'est vrai qu'il y a clairement un besoin que l'État se place par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'initiative Spotlight, qui veut combattre les féminicides, notamment en Amérique latine. C'est l'ONU je crois qui a monté cette initiative. Et donc par exemple au Mexique, où se passerait cette pièce, ils ont débloqué je crois 14 millions d'euros ou un truc comme ça. Donc la somme n'est pas 1 milliard exactement. Et donc qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont débloqué ça? C'était pour créer des cellules de sécurité pour les femmes en détresse, et pour avoir plus d'éclairage la nuit dans les rues, des choses comme ça. Finalement, en fait, ça n'a rien changé, vraiment rien. Et je pense qu'avant tout, c'est vraiment une question d'éducation, en fait. C'est d'apprendre depuis le début que une femme, tu la traites comme ton père, enfin, père P-A-I-R, pas père. Mais voilà, enfin, c'est vraiment une question d'éducation, finalement. Certes, l'État peut énormément aider, mais si les consciences ne changent pas avant, ça peut rien bouger, quoi. Ça aidera pour les conclusions, mais les causes, elles seront toujours là, malheureusement. Ça reste ancré. Donc ouais. Après, d'un point de vue artistique, moi je trouve que ça fait du bien, parce que, par exemple, de voir des vulvas comme ça exposées, mises dans la rue, je trouve que ça donne une certaine assurance, et c'est peut-être pas
c'est peut-être pas quelque chose qui va te changer la vie, mais ça te fait du bien de sentir qu'il y a justement cette puissance dont tu parlais tout à l'heure, du fait qu'aujourd'hui on peut parler plus parce que, par exemple comme toi en Argentine, vu tout ce qui se passe, tu te donnes plus la sécurité de parler. Et aujourd'hui je pense qu'on ouvre de plus en plus fort nos voix. Et l'art, l'art c'est du visuel, c'est du percutant, c'est comme ce que nous toutes fait. C'est un visuel violet et blanc qui est super percutant, du coup ça accroche. L'art c'est pareil, là ça a le même message, ça a le message juste de respect en fait, respect du corps et d'une certaine façon, en tout cas moi ce que j'aimerais c'est que ça apaise un peu les femmes quand elles le voient, qu'elles se disent ok, je suis pas toute seule, deux, oui c'est beau ce que j'ai entre les jambes, j'ai pas à le cacher, enfin bon je dis pas voilà, mais je veux dire, enfin voilà, on peut en être fier et on peut ne pas avoir peur de dire qu'on est ce qu'on est quoi. Et je me dis peut-être ça serait bien qu'on parle avec vous aussi, donc si vous avez des questions, juste des choses à dire, vous n'avez même pas obligé que ce soit des questions, n'hésitez pas. Je vais vous faire passer un peu le micro, comme ça on vous entend bien, et puis vous le faites tourner dans la salle. Donc, bonsoir à tous, merci tout d'abord pour la représentation, donc je laisserai après faire l'introduction. Et merci pour aussi la présentation de vos associations et de votre œuvre artistique qui est magnifique, très figurative. Et moi je voulais juste poser une question, mais du coup pour le public. Je vois qu'aujourd'hui, il y a quelques hommes aujourd'hui qui sont ici et je les remercie parce que ça pourrait être un sujet où dans le public on serait à 50-50% peut-être et aujourd'hui on doit être à 10%, 10-90%. Donc à ces messieurs, je veux juste poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous étiez intéressés à ça? On donne encore la parole aux hommes en premier comme ça. Je suis désolée, mais dans toutes les choses, même féministes, c'est toujours les hommes qui parlent en premier. Non. Et j'avoue, je serais pour qu'on n'entende pas les hommes beaucoup de 5 phrases. Désolée. Non, mais je peux donner aussi à ce moment-là une critique par rapport, une observation par rapport à la pièce théâtrale. Aujourd'hui, la seule parole d'homme qu'on a cru entendre, c'est celle du père. C'est une vision paternaliste de ce que doit être la fille, etc. Donc aujourd'hui, moi je trouve aussi que c'est une autre façon de cloisonner la vision des hommes. Donc oui, je m'autorise en tant que femme, parce que j'ai la parole aujourd'hui, de dire à vous messieurs, parce qu'on m'a donné le micro. Ça me permet d'être là, parce qu'en fait, on a remarqué ça, je fais aussi à côté partie d'une association féministe, on a remarqué que c'est toujours les hommes qui prennent la parole en premier, mais toujours. C'est systématique, c'est-à-dire on a fait un truc sur les règles, et on a entendu 5 hommes parler, et à la fin 2 femmes, on était là. Mais ce que j'apprécie dans l'intervention de Anaïs, c'est ça? Anaïs, oui. Après, moi je suis pour que les hommes participent. Alors ce que j'apprécie dans l'intervention d'Anaïs, c'est qu'elle a vraiment donné ce côté de dialogue. C'est-à-dire que tout doit se faire dans le dialogue. C'est pas juste un discours de femmes entre femmes, parce que sinon ça ne sert à rien. Donnons la parole aux hommes. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un dialogue que je vous propose, et ces messieurs peuvent parler comme ils le peuvent. C'est des êtres humains avant tout. Moi, c'était juste pas en premier. C'est des pères, comme l'a dit Vico, c'est ça? Donc voilà, on est dans un espace d'expression. Et voilà, je suis désolée de faire partie de la majorité des gens qui posent la question, mais je pense que ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la pièce, on a une vision qui est celle du père, le seul homme finalement qui intervient dans la scène. Dans les discours et les présentations, pareil, c'est de dire comment finalement amener les hommes à s'intéresser à ces sujets-là, puisque finalement c'est un sujet, peu importe le pays, en France ou ailleurs, on a toujours des féminicides. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces hommes-là participent à ce type de pièce? Voilà, c'est pas anodin. Voilà. Donc, je suis désolée, messieurs, mais c'était pas l'objectif. Mais voilà, ayez le courage, ayez le courage. C'est ce qui est une bonne. Je vois la lumière que vous voyez. Alors, moi je suis pas du tout un bon exemple parce que je savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant ici. Mais je pense que c'est un débat, une lutte qui ne concerne pas uniquement les femmes et que les hommes doivent autant prendre part au débat que les femmes.
et que oui, je pense qu'on devrait être représenté à 50% parce que ça concerne tout le monde et que voilà, c'est un problème qui est un problème de comment dire, un problème global qui concerne tout le monde et je vais finir par tourner en rond. mais voilà, oui, non, je pense qu'on devrait être plus nombreux et de la même manière que tous les événements, toutes les manifestations, c'est pas uniquement réservé aux femmes. Je pense que tout le monde doit se sentir concerné par ces problèmes. Si je peux rebondir là-dessus, justement, j'ai l'impression que, comme tu le disais justement tout à l'heure, en disant qu'en France, c'était beaucoup plus caché le machisme. Je pense qu'en fait, il y a effectivement peu d'hommes qui se sentent concernés parce qu'ils ne se sentent pas machos, ils ne se disent pas machos. Et pour eux, c'est tellement, totalement à la fois caché et intégré. C'est-à-dire, voilà, c'est tellement intégré que aucun homme, très peu, vont se définir ouvertement macho, ouvertement sexiste, exactement. Et du coup, je pense que c'est aussi ça le problème, c'est que du coup, c'est difficile de faire en sorte que les hommes se sentent concernés parce qu'ils ne se sentent pas impliqués là-dedans. Et j'en connais beaucoup qui tiennent effectivement ce discours en disant « moi, je suis féministe ». Et puis quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'ils sont loin de l'être et qu'ils véhiculent plein de clichés de genre, de sexisme, etc. Donc ça n'aide pas la chose, je pense. Voilà. Moi, j'ai été très intéressé par le débat, par la qualité aussi des témoignages. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet bien évidemment en commun. Et je pense que l'éducation des jeunes garçons, à mon avis, est fondamentale. C'est-à-dire que un jeune garçon, on doit lui apprendre à respecter les filles dès le tout jeune âge et lui dire que jamais, par exemple, on lève la main sur une femme. Par exemple. On peut se battre avec des hommes si on a envie, des garçons. On peut se battre. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, ce que m'avait appris mon père, c'est qu'il m'avait dit jamais si quelqu'un t'embête, enfin si une femme te cherche des noises, jamais tu lèves la main sur une femme. C'est un principe peut-être un petit peu archaïque ou je sais pas. En tout cas, c'est un truc qu'on m'a appris quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre, par exemple, un petit peu des coups d'une femme. J'ai jamais répondu, par exemple. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que ça passe par l'éducation des très jeunes. Que la femme c'est sacré et que voilà. Et après. Alors allez-y, si vous voulez parler. Après, j'ai pas fini. Après, qu'est-ce que je voulais dire après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vrai quand on vit dans la société française, on est souvent pris dans son quotidien pour le travail, etc. ou toutes sortes de choses. Et c'est vrai que moi, j'avais pas conscience, par exemple, que les femmes étaient harcelées dans la rue, parce que c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, moi. Et donc j'ai découvert ça assez tardivement. Et donc je découvre que j'ai plein de choses à apprendre. Quoi. Voilà. Et s'il y en a qui veulent... Oui, moi je voulais dire que c'est pas les femmes qui sont sacrées, il faut taper sur personne. Oui, non, mais bien sûr. Ah, moi je suis... je pense qu'il faut inculquer à tout le monde qu'il faut parler, pas se taper dessus. qu'on est égaux, quoi. Le problème en fait dans votre discours, c'est que quand vous parlez de la femme, vous parlez de la femme comme si c'était une petite chose à protéger. Alors qu'en fait, nous, le message qu'on essaye de véhiculer, c'est qu'on est exactement pareil que vous. Donc vous n'avez ni à nous protéger, ni à nous considérer comme quelque chose de sacré. Vous avez juste à nous considérer en fait en tant qu'humain, en tant que personne. Donc on n'a pas besoin on n'a pas besoin de galanterie, on n'a pas besoin... Ça c'est parce qu'on est âgé. C'est comme los piropos. Moi j'adore ça, los piropos. Ça devient interdit. C'est marrant, ça les fait. C'est les compliments dans la rue par les hommes. Ah, des compliments. Oui, que non, on va dire des compliments. Ouais. Ça peut être des compliments, mais c'est pas forcément des compliments. Un piropo c'est un compliment, sinon c'est une grossièreté. Moi je parle du piropo. À l'ancienne, c'est jamais une grossièreté. Non, ouais. Moi, j'ai jamais de grossièreté, mais je le prends rarement bien. Oui, mais ça, c'est votre génération. Parce que là, il y a un gros gars. Alors, tenez, on va donner la parole moi, je voudrais répondre. la parole. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais récupérer le micro. Je me permets parce que c'est mon papa, donc je peux me permettre de... Donc,
du coup, je vais donner qui la parole. C'est bien, c'est intéressant, c'est des vrais débats. En fait, j'entends l'histoire de génération, mais ce que je veux dire sur ce truc d'être dans la rue, qu'on te dise quelque chose dans la rue sur toi, c'est comment dire, ça se retourne, c'est même un compliment, enfin même ce que tu appelles un compliment, ça se retourne toujours contre nous, enfin c'est toujours, je donne par exemple, c'est un exemple personnel, donc je sais pas ce qu'il va valoir, mais moi dans la rue, un jour on m'a dit, on s'est approché de moi comme ça, on m'a dit ah t'es belle, donc ce fameux compliment. Et puis je me suis retournée. C'est nul, c'est en France ça. C'est aucune imagination. Bon, mais c'est bien pire ce qu'il a fait après, donc on va peut-être le sur la suite. En fait, le thé belle, quand je me suis retournée, je lui ai dit, mais en fait, j'ai pas envie de connaître ton avis sur moi, donc merci, bonne journée. Et j'ai passé mon chemin comme ça. Et là, il m'a insultée. Et en plus de ça, il m'a dit, mais en fait, t'es moche. Donc, déjà, ça voulait dire quoi? Enfin, ce thé belle, il ne veut rien dire, il ne veut pas dire ce qu'on y met. Il est inconsistant, je veux dire, c'est juste une manière de s'approprier, de mettre quelqu'un dans une case sans lui. Enfin, moi je ne sais pas, mais on me le dit plus trop, hein, mais on me l'a beaucoup dit. Et j'ai toujours dit merci, j'ai passé mon chemin, mais jamais rien à dire. Oui, mais là, vous n'êtes pas en train de me dire quand même que. Non, du coup, non, c'est parce que vous l'avez remis à sa place. Et ça l'a gêné. Et oui, du coup, merci. Il suffit de dire merci et de passer son chemin. Ah, donc c'est la faute de la femme. D'autres avis ou des avis d'ici? J'ai pas dit que c'est de la faute de la femme, j'ai dit qu'on n'est pas obligé de tout prendre mal. Mais je n'ai pas pris mal. Essayons de garder un débat global. Tu peux la parole. En fait, ce que je trouve problématique moi dans ce genre de comportement, c'est que ça sous-entend qu'on a constamment besoin d'une validation mâle dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser l'espace public sans être sondé de haut en bas et catégorisé dans t'es belle, elle est grosse, elle est machin, elle est truc, elle est green, et ça c'est pas possible. On peut se balader dans la rue et ne pas avoir envie de savoir si on est belle, moche, grosse. On est tranquille dans la rue, on marche, on va d'un point A à un point B. C'est les techniques d'approche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dépend de comment se voit. On ne peut pas dire que la vision, on est dans une société, on a besoin du regard de l'autre. On n'est pas un individu dénué de. J'ai jamais utilisé ce truc-là. Alors oui, c'est un mécanisme pour les hommes. Essayez ça reste un débat quand chacun parle à leur Oui, mais essayez de parler chacun que tout le monde s'entende. Oui, en fait, c'est juste que d'une manière générale, il y a aussi une relation de pouvoir dans cette idée de donner un compliment à une femme dans la rue. Une femme ne va pas aller se permettre d'aller voir un mec, d'évaluer son corps et de lui dire ouais t'es beau gosse. Mais il faut oser. Mais ça dépend. Non mais simplement, les femmes ne se permettent pas d'évaluer et d'objectifier le corps des hommes d'une manière générale. J'ai vécu 3 ans à Cuba, je peux vous dire que c'est pas du tout comme ça que c'est. Mais à Cuba c'est pas du tout pareil, il n'y a pas la même société de consommation, il n'y a pas la même objectification et du tout l'objectification de la femme. Donc on parle pas de la même culture. On parle du monde, on parle pas que de la France. Est-ce que vous voulez dire quelque chose peut-être? Ou je sais pas, vous voulez dire. En fait, je pense que un thé belle dans la rue, moi personnellement, en fait, bien sûr, c'est un degré différent. C'est une histoire de regard pour moi en fait, parce que nous, je suis peut-être la seule apparemment, mais moi oui, des fois je mate les mecs dans la rue, je les regarde, si on le fait quoi. Après c'est une question de regard, c'est-à-dire je peux mater un mec, je peux mater son cul, je peux mater genre tout ce que je veux de lui, mais est-ce que je vais lui en faire part? Est-ce que je vais le regarder avec des yeux lubriques? Ça c'est autre chose. Pour moi ça c'est la deuxième partie en fait. Parce qu'on peut te faire des compliments, pourquoi pas ça peut être agréable, ça peut être sympa, si le mec il est beau ou si la nana elle est belle en plus tant mieux, voilà, whatever. Mais juste après ça se joue dans les sous-entendus, tu peux avoir un regard lubrique et c'est là où justement ça bascule dans le mauvais côté. Il faut juste apprendre à regarder les gens délicieusement et avec respect. Ouais, et puis... En fait, c'est encore une question d'égalité, non mais... C'est-à-dire que moi je mate les gars, moi ça me dérange pas d'aller voir un mec et lui dire t'es beau, enfin je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire.